Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, un fait. Retour au direct et comme c'était annoncé dans le cadre de notre suivi, période qui de taille, qui rentre dans le cadre de l'histoire du Maroc, la période de Moulay Abdelaziz, et rendre justice à ce sultan, c'est Mostafa Saha. Bonjour. Bonjour. Marhaban Sidi, ahlan wa sahlan. Le dossier de ce jour, comme ça a été annoncé, le dossier de Bouhmara, faux sultan et vrai rebelle. Qu'est-ce qu'il peut nous dire le sociologue marocain, c'est Mostafa Saha? Je voulais juste vous annoncer que je fais l'émission à partir de l'hôtel du Ritz, l'un des lieux les plus prestigieux. Ah, c'est dit, tabarakallah alik. Oui. Parce que il y a un très très grand événement sur la haute couture orientale, mais en fait c'est plus large que ça. C'est un événement assez fantastique où il y a les plus grands de la haute couture russe, Kazakhstan, Kazakh, de l'Azerbaïdjan, etc. Il y a une Algérienne, Yasmina Chellali, à laquelle je consacre un livre, et un Algérien et une autre Marocaine. Donc on est dans un cadre VIP par rapport à l'émission. Parfait. On est dans le. Moi, je me suis retiré dans un coin du parc qui est fantastique. Je vous prie. Voilà. Et donc, ouais, je suis un peu gêné parce que l'histoire de Bouba Hamra est tellement passionnante que peut-être qu'on y reviendra. Hein. J'aurai pas le temps, sûrement, de dire tout ce que j'ai à dire sur ce personnage mythique de l'histoire marocaine. D'accord. Je voudrais juste commencer parce que ce qui intrigue quand on parle avec les gens, tout le monde connaît au Maroc Bou Hamra. Les gens ne savent pas son histoire, mais tout le monde, quand on parle de Bou Hamra, et la première question qui les intrigue, c'est qu'ils demandent mais pourquoi on l'appelle Bou Hamra? Donc je vais apporter quelques réponses à ces questions qui sont tout à fait naturelles. En fait, les véritables noms de Rougui Bou Hamra, j'expliquerai pourquoi Rougui aussi, c'est-à-dire l'homme à l'ânesse, c'est Jilali Ben Driss Zerhouni Yousfi. D'accord. Et en fait, c'était un berbère. Il vient au monde Alors, il y a deux dates de naissance qui sont... certains livres historiques disent 1860, d'autres disent 1865. Sur le mont Zerhoun, dans une famille très pauvre, qui s'appelait les Ould Adbou. Et pourquoi Yousfi? Parce qu'il appartenait à une tribu qui s'appelait Oulad Yousf. Voilà. Et Bou Hamra, en fait, interpelle à la fois le sociologue, l'historien, je dirais même le sémiologue, parce que c'est un exemple typique comment un mythe, une légende se construit. Alors déjà, à commencer par son surnom de l'homme à l'ânesse. Il y a plusieurs interprétations qui circulent sur cette caractéristique qui est quand même... C'est quoi exactement? Et en fait, Bou Hamra est un érudit. La première explication, c'est que Bou Hamra aurait été un érudit qui ne se séparait jamais de sa bibliothèque. Et donc, il transportait partout sur sa bourrique, sur son ânesse. Ah, donc, à dire l'appellation, ça vient Bou Hamra. Voilà, d'où Bou Hamra. Alors, il n'échappe à personne le contraste dans ce cas qui est frappant entre
le savant et sa science d'un côté, d'un autre côté, l'ânesse et son ignorance proverbiale. Vous voyez un peu la balance. Donc, on est un petit peu par rapport au titre aussi, hein, donc on est un petit peu dans les deux cas. Voilà. Un vrai rebelle et un faux sultan. Voilà. Et donc la symbolique se prolonge au-delà de cette opposition. Parce que quand on sait que depuis plusieurs siècles, hein, c'est pas d'aujourd'hui, mais depuis plusieurs siècles dans la tradition populaire, le Mahzen est appelé l'âne. D'accord. Voilà, il est personnifié par l'âne parce qu'il est buté comme l'âne, parce qu'il est obsessionnel, parce que c'est, etc. Alors l'autre explication pour Bouhmara relève de la stratégie politique. En fait, dès le départ, Bouhmara se construit une image messianique, prophétique à la limite. Il arrive dans les villages sur son ânesse pour démontrer qu'il est proche du peuple, pour se distinguer du sultan qui est inapprochable sur son cheval majestueux. Vous voyez un peu ça veut dire que c'était quelqu'un qui maîtrisait complètement la communication. Et donc, et on l'appelait aussi le Rougui, Bouhmara. Pourquoi Rougui? Parce que le deuxième surnom vient en fait d'un fait historique qui remonte à 1862. C'était sous le régime de Moulay Mohammed ibn Abdallah, qu'on dit Mohammed III. Il y a eu un séditieux, un révolté, un insurgé qui s'appelait Jloul Rougui, qui appartenait à une tribu qui s'appelait la tribu Sfiane dans le Gharb, et qui a soulevé des partisans contre le pouvoir central, contre Moulay Mohammed ibn Abdallah, qui a tué le caïd de sa région, et qui se dirigeait vers Fès quand il y a eu une colonne du sultan, qui l'a recueilli dans la Zawiya Moulay Idriss Terhoun, où il s'était réfugié. En fait, ils ont trouvé son corps. Et donc, le fait que Bouhmara se fasse également surnommer Rougui marque une filiation, vous voyez, spirituelle, qui est savamment cousue. C'est-à-dire que l'un et l'autre se rattachent au mont sacré de Zarhoun. L'un y est né, l'autre y est mort. Et en fait, moi j'ai fait des recherches approfondies et j'ai recoupé, parce que dans les légendes, il y a le faux et le vrai. Et en fait, Bouhmara était un véritable artiste. Il avait des talents multiples. Alors, il était connu comme magicien, comme un imitateur hors pair, comme un prestidigitateur, comme un illusionniste, comme un comédien, et comme un usurpateur d'identité. Parce que dès le départ, il avait une certaine ressemblance physique avec le sultan, le frère du sultan, Moulay Mohammed. Moulay Mohammed était le frère aîné du sultan Moulay Abdelaziz, qui avait été déshérité par le grand vizir Bahmed, et qui a passé sa vie, une vie de recueillement et dans un palais de Meknès, et qui était très populaire parmi le peuple. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Bouhmara? Il se fait passer pour le frère aîné de Moulay Abdelaziz. Donc, il passe son temps à brouiller les pistes. C'est vraiment l'un des inventeurs de la désinformation, hein. Des intoxications, du fake news. Voilà, c'est le... Alors, et c'était quelqu'un d'exceptionnel parce qu'il s'entoure de prédicateurs, de déclamateurs, de saltimbanques, il s'entoure de poètes, d'écrivains, et qui ont une seule mission, c'est qu'ils partent à travers tout le Maroc, particulièrement le nord, dans tout le Rif, uniquement pour répandre, construire sa légende de son vivant dans les villes, dans les villages les plus reculés. Et donc, ça, c'est classique. C'est-à-dire que lui qui est berbère s'invente une ascendance chérifienne. Et dans l'histoire du Maroc, on le sait, Ibn Tumert en est l'exemple le plus patent, et tous les fondateurs des dynasties, des principautés, ils se réclament tous d'une généalogie qui remonte au prophète Mohammed. Voilà.
Et donc, moi, je voudrais souligner un aspect qui est très profond dans la société marocaine. Toute l'histoire du Maroc depuis l'Antiquité est traversée par les agitations sociales, par les révoltes tribales, même par les dissensions royales à l'intérieur des dynasties. Et c'est quelque chose qui a fait l'originalité du Maroc. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, jusqu'à aujourd'hui, une dialectique des centralités et des localités, et qui a préservé justement cet aspect diversitaire, de diversité exceptionnelle qui fait l'originalité de la civilisation marocaine. Et en même temps, le Maroc s'est toujours sauvegardé comme unité territoriale à cause de cette dynamique à la fois contradictoire et de cette globalité combinatoire. D'accord. Donc, pour revenir à Bouhmara, lui, il reconstruit sa vie, mais vraiment comme un roman. Alors, quand on étudie à fond sa vie, il est toujours difficile d'émêler le vrai du faux, tellement son existence est rocambolesque. Alors, par exemple, je donne des exemples concrets, il aurait accompli son initiation coranique dans une oasis océanique du Sahara occidental, qui s'appelle le Msid. D'accord. Au bord de l'océan. Oui. Or, on sait que l'Msid est un haut lieu du soufisme. C'est-à-dire qu'il est très jeune et il veut s'acquérir dès cette prime jeunesse un label de sainteté, parce que tous les gens qui sortent de l'Msid, ils sont considérés comme des marabouts, des chefins, etc. Oui, une autorité Vous religieuse. voyez un peu Et après, il aurait poursuivi ses études à Fès dans une promotion de futurs ingénieurs. On les appelait les Tolba al-Muhandissin. Exact. Et il aurait continué des cursus universitaires à Tlemcen, à Alger, avant de rejoindre l'école des ponts et chaussées à Paris, d'où il serait sorti diplômé en topographie et où il aurait appris l'art de la guerre. Or, ça c'est très vraisemblable parce que c'était sous le règne de Moulay Hassan Ier qui voulait absolument, il n'a pas trop réussi, mais qui voulait absolument moderniser son armée et qui avait donc la modernité de Moulay Abdelaziz vient aussi de son père, le modernisme de Moulay Abdelaziz vient aussi de son père, et qui donnait des bourses, qui envoyait des étudiants marocains repérés comme doués, souvent de familles modestes, et qui les prenait en charge et les envoyait dans les grandes écoles parisiennes. Enfin, il y a personne n'a parlé de cet aspect parmi les historiens. Et surtout son ancienneté quand même. Hein. Donc, Ah, absolument, au XIXe siècle, au milieu du XIXe. Donc, à son retour, Bouhmara, il se retrouve haut fonctionnaire. Et pas n'importe quel haut fonctionnaire, il se retrouve carrément chancelier du calife de Fès, Moulay Omar. Or, Moulay Omar n'est autre que le frère du sultan Moulay Hassan Ier. Donc, Moulay Omar, qui conteste l'intronisation de son neveu, Moulay Abdelaziz, est du jour au lendemain banni et destitué, complètement destitué par le grand vizir Bahmed, et avec tous ses serviteurs, tous ses collaborateurs. Et donc, Bouhmara se retrouve, pour un temps assez limité d'ailleurs, en prison. Et c'est là où mûrit son ambition de devenir sultan à son tour. Voilà. Et donc dès sa libération, il soulève plusieurs tribus du Nord en dénonçant avec acharnement les compromissions avec les puissances occidentales, et en même temps, il s'érige en défenseur incorruptible de la bannière musulmane, de la religion. Et quel rôle a joué c'est Mustapha? Quel rôle a joué ce monsieur contre l'occupation au Nord? Mais justement, c'est au départ, il va combattre. D'abord, il devient très vite le maître absolu de l'oriental et fait de la ville fortifiée de Taza sa capitale. Taza devient sa capitale. Et donc, il se fait proclamer roi, mais il combat les Espagnols. Et puis là,
alors qu'il est au fait de sa gloire. C'est-à-dire que le Maroc, il se retrouve avec deux sultans qui sont reconnus par les puissances étrangères. L'autre. Ah oui, il a obtenu la reconnaissance étrangère quand même. Absolument. D'accord. C'est-à-dire Moulay Abdelaziz, qui était à Fès, c'est lui qui était à Taza. D'accord. Et là, il commet l'erreur impardonnable. Vraiment la faute inexpugnable, le péché absolu. Il pactise avec l'adversaire épouvantable, les Espagnols. Et donc, il va leur céder des exploitants minières contre beaucoup de pièces d'or, sonnantes et trébuchantes. Et là, les tribus de toute la région se retournent du jour au lendemain contre lui. Et c'est la fin. Donc c'est la trahison. Voilà. Et donc, il considère que, oui, c'est la trahison absolue. Et il faudrait peut-être, si vous êtes d'accord, qu'on consacre à une émission à l'un des plus grands résistants de l'histoire marocaine qui va poursuivre. Qui va commencer. C'est lui qui va débuter la pourchasse, à pourchasser Bouhamra et à la dénoncer. Oui. C'était le chef d'une tribu de la province de Nador qui s'appelait la tribu Ait Bouirfour et c'était le fameux Mohamed Amzian. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le maréchal. Hein. Ah oui, bien entendu, pas beaucoup parlé. Certainement, pourquoi pas. Ah oui, il faut lui rendre justice parce que c'est l'un des héros les plus extraordinaires de l'histoire mondiale. Hein. D'accord. Et je peux raconter son histoire dans le détail. Il meurt dans le combat. Et c'est lui qui va bloquer justement la colonisation des Espagnols. Et ils avaient peur de lui jusqu'en 1919. Vous vous rendez compte? Les Espagnols avaient conquis une bande de 25 kilomètres autour de Ceuta et puis et quelques kilomètres autour de Melilla, mais ils n'osaient plus entrer dans le bled qui était contrôlé par Mohamed Amzian. Voilà. D'accord. Donc, et donc, je vais très vite, il nous reste très peu de temps, 5 minutes peut-être. C'est ça, pas plus. Donc, je vais aller très vite. Donc, Bouhamra, il mène son ultime bataille contre le sultan Moulay Hafid en 1909. Son armée est décimée. Il se réfugie dans la mosquée de la Zawiya d'Erkaouia. Et, alors que d'habitude, la Zawiya, elle est inviolable. C'est-à-dire que même le roi ne peut pas envoyer son armée, déloger quelqu'un. Or là, Moulay Hafid, qui utilise l'artillerie lourde mise à sa disposition gracieusement par les Français, envoie le jeu diabolique des Français, il bombarde la Zawiya, et donc le Bouhamra est capturé. Et avec 400 soldats, avec ses lieutenants, avec ses femmes, il en avait beaucoup. Parce que chaque fois qu'il soumettait une tribu, il se mariait avec une fille de la tribu. Eh ben, elles s'emmerdent pas. Voilà, ses enfants, etc. Eh ben. Et là commence la légende. On raconte qu'il a été exhibé dans une... il y a quelques photos. Est-ce qu'ils ont été trafiqués ou pas? On ne sait pas. Toujours est-il que les journaux colonialistes à Paris, ils en font leur chou gras. On le montre enfermé dans une cage sur le dos d'un dromadaire. Et on aurait dit qu'il aurait été dépecé par le roi et jeté au lion. Et moi j'y crois. Reste à démontrer. Ouais. Voilà, c'est à démontrer. Toujours est-il, il y a beaucoup de contradictions dans les récits. On a plusieurs récits de français, de chroniqueurs français, de chroniqueurs anglais, de chroniqueurs allemands. Moi, j'y crois pas du tout parce que j'ai comparé tout ça. Il y a beaucoup trop de contradictions. Ce qui est sûr, c'est que dans plusieurs récits, on rapporte que Moulay Abdelaziz, que Bouhamra aurait tenu tête jusqu'au bout à Moulay Abdelaziz, qui est venu pour le soumettre à un interrogatoire et qui n'a reçu que de l'ironie et du sarcasme de la part de Bouhamra, même en étant encagé, en étant enfermé dans sa cage. Je voulais
il me reste combien? 2 minutes? 2 minutes, pas plus. Une conclusion beaucoup plus théorique, Je vous prie. mais qui est importante. En fait, pour résumer toute cette affaire, toute l'histoire du Maroc, depuis l'Antiquité, est traversée par des agitations sociales, comme je l'ai dit, et que cette dialectique des centralités et des localités fait que le Maroc est le seul pays où il y a cette alchimie incroyable, réalisée depuis au moins 1000 ans, au moins depuis la dynastie idrisside. Ça veut dire que c'est la seule société qui a réussi cette alchimie incroyable entre la société pyramidale et la société transversale. La société transversale étant la société fonctionnant comme aujourd'hui Internet en réseau, de manière horizontale, et qui est la société tribale, et la centralité monarchique qui a toujours incarné l'unité territoriale, en tout cas du Maroc, qui l'a jusqu'au protectorat préservé de plusieurs envahissements, notamment celui des Turcs qui aurait été complètement catastrophique pour l'histoire du Maroc. Voilà. Écoutez, Si Moustapha, merci infiniment pour cet éclairage sur cette partie très importante de l'histoire du Royaume du Maroc qui apparemment beaucoup de vérités qui commencent à sortir. Et l'émission Arc-en-Ciel est heureuse d'accompagner cette période qui mérite beaucoup d'éclairage. On se donne rendez-vous d'ici 15 jours parce qu'on va s'arrêter pendant une quinzaine de jours par rapport à l'émission et on se reparlera évidemment vers la fin du mois de juillet. Et on continuera, quoi qu'il arrive, comme je l'ai promis, de détailler, d'approfondir le débat concernant cette période importante dans l'histoire du Maroc, la période de Moulay Abdelaziz Al-Alaoui, qui est un père fondateur de la modernité marocaine, que beaucoup de Marocains ne le connaissent pas. Si Moustapha Saha, merci infiniment et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. مع السلامة أخي. À très bientôt. مع السلامة. مرحبا. مع السلامة. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel, animation festive.